va aussi parler de l'autisme avec dépression ou du TDAH avec dépression et ainsi de suite. Donc c'est une condition qui peut coller à toutes les autres, ce qui montre aussi en fait la thèse de l'affect et pas de la symptôme. Mais pour répondre à ta question sur notre pratique des enfants et de jeunes adolescents, on peut dire que déjà c'est un semblant plus facile pour amener les gens à consulter sans autant de peur de stigmatisation que les autres troubles font plus peur quelque part. Avec un diagnostic rapide au niveau des urgences, un adolescent arrive pour dépression, et bien un travail débouche et il n'y a pas de problème. Avant, on parlait de l'état anxio-dépressif de l'adolescence, qui formulait de telle manière, implicitement, ça dit c'est normal, c'est l'adolescence, état anxio-dépressif, tout adolescent là, pas grave. Et ça permet, en fait, c'est vrai que ça c'est un peu ça permet de consulter avec moins de résistance. Moins de résistance et moins de culpabilité. Juste pour dire, pas dans toutes les cultures. Moi, ça m'a beaucoup étonnée que pour des patients russes, ça c'était de l'insulte. Ça, je sais pas dire plus, mais de dire qu'on est déprimé, c'est une mère et fille russe qui amenait un diagnostic de dépression venu par des urgences. Et quand seulement je l'ai évoqué comme d'habitude, c'est-à-dire je l'ai repris sans dire que c'est ça, mais que c'était la première consultation, mais ça n'a vraiment pas permis de continuer parce que c'était une insulte pour la mère qu'on dise ça de sa fille. Et on voyait la différence culturelle alors qu'en Europe, de l'Ouest et central, c'est très très bien reçu. Maintenant, ce qui est encore plus étonnant, c'est l'enfant, où c'est très difficile de parler de la dépression de l'enfant, puisque déjà, elle n'a pas cette phénoménologie qui le permettrait, qui est... C'est extrêmement rare. Donc, c'est ça vu, qui est en danger aujourd'hui, c'est-à-dire le glissement en amenant la phénoménologie de l'adulte chez l'enfant, donc parlant de l'enfant triste qui serait déprimé ou qui aurait une dépression, l'enfant traumatisé qui aurait des suites d'une dépression, conduit à l'utilisation des antidépresseurs pour les enfants. Ça c'est le risque, ça c'est ce que j'appelle moi le risque. Chacun son avis, c'est vrai qu'ils ont prouvé leur bienfait chez l'enfant pour des conditions très spécifiques, l'épilepsie, les troubles obsessionnels compulsifs de l'enfant, où ils ont des effets bénéfiques. Du coup, on a eu donc l'autorisation pour les enfants, et maintenant on commence à parler de la dépression de l'enfant sans suivre les études scientifiques, parce qu'il n'y a pas tellement d'études scientifiques pour ça. Mais les cliniciens sont amenés à prescrire encore un antidépresseur à côté de la Ritaline ou à côté du neuroleptique ou seul pour aussi des enfants souffrant des troubles neurodéveloppementaux et autres problématiques. Ça, c'est assez à la mode. Mais ce qui est un problème, je trouve aussi, même en psychanalyse, ces extrapolations, on part de l'adulte et puis on extrapole. Moi, c'est aussi un truc que je trouve très agaçant, aussi de la terminologie ou des enfants agités. Il y a 50 ans, on disait qu'ils étaient pré-psychotiques. Enfin, ou d'être très déprimés, c'était une forme. Ou justement de maniaque, qui s'étaient agités. Ce qui fait qu'on utilise des mots fourre-tout et puis qui perdent un peu de leur sens spécifique. Alors, je trouve que c'est bien les catégories, mais on ne peut pas les utiliser partout et pour tout. Peut-être on peut profiter de dire que la dépression chez l'enfant, comme tu dis Renato, elle est très très rare parce qu'elle serait dans un cas de négligence, de privation, de précarité du développement des vies et des soins. Donc si on peut parler de la dépression de l'enfant sur ce modèle-là d'une anédonie, ralentissement, etc., ça serait vraiment lié
à une grave... Comme l'hospitalisme, à une carence. Une carence dans l'entourage. Ils seront plutôt anxieux et agités. Ça serait plutôt des dépressions agitées chez l'enfant. La forme il peut y avoir cette anédonie, mais elle est très rare. Mais c'est vrai que la plupart des fois, c'est sous forme d'agitation. En tout cas, quand on le suppose, c'est parce que là, on n'est pas dans une phénoménologie, donc pourquoi utiliser le terme, c'est une discussion, je trouve. Quand j'étais en psychologie scolaire, c'était ça. L'agitation était quand même un signe de dépression chez l'enfant. On traitait comme ça, et on ne traitait pas avec des médicaments. Donc on traitait l'agitation. Bon, la question de la pharmacologie pour les enfants, les Américains vont très loin, parce que et ils utilisent beaucoup les neuroleptiques aussi, parfois chez des enfants de 2-3 ans qui sont agités ou agressifs. Donc, la Ritaline. La Ritaline, c'est assez neuroleptique. La Ritaline est il donne pas l'indication pour avant 6 ans, mais c'est vrai qu'on le fait. Aux États-Unis, ils donnent. Et puis des fois, c'est les enseignants qui donnent. Ça peut calmer, ça peut calmer. Aux États-Unis, Ce sont des réglates. Attends, trop agité. T'as fait une mauvaise note en français. Non, mais c'est incroyable. Mais l'accès aux médicaments aux États-Unis, c'est incroyable. Donc vous allez au drugstore. Oui, vas-y, excuse-moi. Juste un petit commentaire pour la mort, parce qu'il y a beaucoup repris. L'enfant donc parle de la mort. Il peut dire je veux mourir, ou je n'ai pas peur de mourir, ou je préfère que tu meurs à son parent. Et on est arrivé à une situation où justement ça se prend à la lettre. On oublie aussi comment ça peut être imaginé par l'enfant ou repris par des mots d'adultes ou par des expressions du langage. Et voilà, je le dis pour dire que ça peut être aussi le cas de l'adulte finalement, n'est-ce pas? Juste pour certains commentaires aussi de comment on parle de la mort ou comment on l'imagine selon Fedida, que c'est vrai que c'est dans la vie, dans le langage, dans les métaphores, et le plus souvent c'est l'arrêt de quelque chose, le frein, l'impasse, c'est pas forcément le non-vivant. Un peu comme dans Coyote qui meurt 10 fois dans le dessin animé et puis après il se relève. C'est quand même une autre représentation des choses. Et ça me permet de glisser encore une plante. Les enfants jouent un jeu symbolique où la mort est dedans, le plus souvent, et ça peut être aussi une mort et puis la personne est réanimée et puis elle revient dans le jeu. Et ça, on a là aussi encore un glissement des post-freudiens qui se permet d'interpréter en disant que l'enfant à ce moment-là présente à sa manière la non-acceptation de la loi ou de la frustration, et donc c'est pour ça qu'il a besoin de faire revenir. C'est-à-dire, il faudrait quand même un peu alléger toute cette dialectique avec des termes plutôt de continuité, discontinuité. Mais ça c'est un manque de savoir psychologique, du développement psychologique de l'enfant. Parce qu'avant 11-12 ans, l'enfant n'a pas la notion de réversibilité. Et ça, c'est piégé. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... L'irréversibilité. L'irréversibilité. Et ça, c'est piégé. C'est-à-dire que c'est piégé, qui a bien travaillé ça. Et je pense que les gens actuellement, des fois, ne connaissent pas ça. Et tout ça, c'est très ancien. Donc, avant cet âge, la mort est réversible. C'est comme dans les dessins animés. C'est comme dans les dessins animés, qu'il y a le coyote, et puis aussi dans Tom Jerry. Alors, qu'est-ce qui tue ce chat qui est tout brûlé, qui est tout à coup, il réapparaît tout beau derrière un piano. Puis même, ça se rend fort, je trouve, à l'adolescence. Alors, il y a cette idée, on a un corps fort, on se sent tout puissant, mais la notion de danger, et ça s'acquiert avec les... C'est-à-dire dans les jeux vidéo, parce que j'ai maintenant des jeunes adultes de 30 ans qui sont accros aux jeux vidéo, et puis je m'intéresse beaucoup au thème, pas à l'acte, parce que voilà, et au thème, et puis c'est très intéressant, c'est parce que c'est une prolongation de l'enfance, puisqu'on a plusieurs vies.
n'est-ce pas? Et puis on doit s'échapper des zombies, des je sais pas quoi, qui nous mettent, puis on tue des zombies. Et c'est incroyable. Les thèmes sont tout à fait dans l'enfance qui se prolongent. Et ils permettent de prolonger ça à travers le jeu vidéo. C'est une prolongation de l'enfant. C'est pas une prolongation de l'adolescence, c'est une prolongation de l'enfant jusqu'à plus soif. Je sais pas jusqu'où ils diront. Sur cette question de l'enfance et de l'adulte, lui, il parle de régression. C'est une notion qui semble être chère à Fedida et qu'on avait déjà parlé chez Balint. Et là, c'est un autre point. On va parler chez Winnicott et chez Mazurka. Oui, on va encore parler. On ne va pas terminer. Oui. Donc, cette question de la régression, c'est l'autre point où je me distingue un peu de Fedida, c'est que elle implique un retour, et d'ailleurs il utilise ce mot de retour au fonctionnement infantile. Et puis, c'est nécessaire de peut-être relativiser vraiment, voire critiquer radicalement cette notion de régression, dans la mesure où de la naissance à la mort, il n'y a que progression, pour le meilleur et pour le pire, n'est-ce pas? Ça veut dire il y a des changements d'état, évidemment, des changements surtout d'état en ce qui concerne l'autonomie et la puissance, où de l'enfant à l'âge adulte, il y a une augmentation de l'autonomie et de la puissance. Et puis, lorsqu'on va vers le vieillard, on a de nouveau une diminution de la puissance et de l'autonomie. Mais il ne s'agit pas d'un retour. On peut faire une analogie. C'est plutôt une perte. Voilà. Et on peut faire une analogie entre cette position de diminution de l'autonomie et de la puissance par rapport à l'enfant et le vieillard, mais il ne s'agit pas d'un retour à la position de l'enfance, parce que ça impliquerait prendre la partie pour le tout. Et de ne pas prendre la question du dernier âge comme un tout. C'est-à-dire l'objectif des analyses autant de Winnicott et Martinez, l'objectif de l'analyse, c'était la régression. Si on ne régressait pas, c'était foutu, c'était pas bien, donc il fallait aller jusqu'à la régression. Et en t'écoutant Renato, je me suis dit, j'ai pensé à Barbara Cassin dans son livre Nostalgie, où elle dit qu'elle parle aussi de régression, et en disant que cette nostalgie du pays, c'est un mot inventé par les Suisses, c'était une algie des Suisses qui était... C'est le début de notre littérature, qui abandonnaient, ils étaient mercenaires, ils abandonnaient, ils désertaient au milieu des batailles, au point, je ne sais pas si c'est vrai, où c'était interdit de mettre des cloches, les vaches, parce que s'ils entendaient des cloches de vaches au milieu d'une bataille, ils partaient, ils rentraient. Enfin, c'est un mythe très drôle, ça a été peut-être comme ça. Donc. Et elle dit que cette nostalgie, ce n'est pas le mal du pays, ce n'est pas le mal de la chose, mais c'est simplement une nostalgie, un regret de l'enfance et de la jeunesse. C'est-à-dire ce retour des idées, c'est un retour à la jeunesse et c'est très différent, cette nostalgie de ce qui a été perdu et du retour à ce qui a été perdu. Je veux dire, la fille de 17 ans qui suce le pouce, on peut le comparer à l'enfant, mais c'est complètement différent. Moi, j'ai l'impression que c'est du côté de la subjectivité. Il a une notion évolutionniste de la subjectivité, évolutive. Ouais. Alors que si on considère qu'il y a une subjectivité même à un bébé qui vient d'être né... Exactement. La notion de régression, c'est une notion tout à fait évolutionniste. Mais elle est liée au stade. Comment ? Elle est liée au stade dans la tradition. Elle est liée au stade justement à mais reste à savoir s'il ne faudrait pas
Et d'ailleurs, c'est pas par hasard que Melanie Klein, elle a laissé tomber l'idée de stade pour parler de position. Et l'idée de position, elle est beaucoup plus intéressante que celle de stade, parce que justement, il ne s'agit pas d'un retour à un stade, mais d'un changement, d'une alternance de position. Mais est-ce que Et donc, la théorie je dirais que la théorie de la régression, elle devrait être remplacée par une théorie de l'alternance des positions. Oui, tout à fait.